entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. 17h45 à Bujumbura et à Gitega, c'est la même heure dans tout le pays. Au sommaire de cette édition du 12 novembre 2019, le chef des Imbonerakure à Mugwi, croupi dans les cachots depuis 4 jours, il est accusé d'avoir essayé de tuer le représentant du parti CNDD-FDD dans cette commune de la province Cibitoke. Et la politique de Charrois Zéro tourne vers l'échec. Certains cadres des ministères se procurent les véhicules de service qui assurent leur déplacement. Et les élèves des classes de 9e année et les finalistes au camp d'Ondouta s'inquiètent. L'examen national dit NECTA, ils attendent cet examen depuis plusieurs mois. La mise en onde est assurée par Lucie Kavera et Inès Gakiza pour la prise d'image à la présentation. Comme vous l'avez entendu, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Débutons cette édition par la page sécurité. Un membre du parti CNL en commune Gashikano de la province Ngozi a succombé ce lundi au coup lui asséné dimanche dernier par des Imbonerakure. Ce jour-là, Nestor Nhunzwenimana, tout comme les autres membres de son appartenance politique, participaient aux cérémonies d'ouverture de la permanence de leur parti en commune Nyamurenza de la même province. Et ce jour-là, une bagarre a éclaté entre eux et les jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. 5 personnes furent blessées lors de ces échauffourées. Pour le moment, 30 personnes issues de ces deux partis ont été arrêtées pour raison d'enquête. Et parmi elles, le chef de la colline Chosa, accusé d'être l'un des promoteurs de ces affrontements. Et le responsable des Imbonerakure en commune Mugwi, nous sommes dans la province Cibitoke, vient de passer 4 jours en détention. Il est accusé d'avoir tenté d'assassiner le représentant du parti CNDD-FDD dans cette commune de Mugwi. Cet Imbonerakure serait actuellement dans un état critique. Les détails avec Nyongabo Trésor. Cet Imbonerakure incarcéré se prénomme Selemani. Chef de cette jeunesse affiliée au parti au pouvoir en commune Mugwi, il a été démis de ses fonctions par Albert Barusassieko, responsable du parti CNDD en commune Mugwi et en même temps chef de zone Wuhindo. Ce dernier lui aurait reproché de malmener et de séquestrer les opposants. Une fois mis au courant de cette destitution, révèle notre source, Selemani l'aurait très mal pris et aurait juré de se venger. C'est ainsi que, aidé par certains Imbonerakure qui lui sont dévoués, ils mirent au point un plan pour éliminer physiquement ce responsable du parti au pouvoir à Mugwi. Mais avant que ce plan soit mis en exécution, l'un de ses amis le trahissa et révéla à la cible tout le projet. Nos sources à Mugwi font savoir que la situation a dégénéré samedi dernier lorsque Selemani s'est mis à chercher des poux à Albert alors qu'il étanchait sa soif dans un des bistrots de la place. Ce dernier, poursuivent les mêmes sources, a voulu donner une leçon à cet ancien chef Imbonerakure et a ordonné aux jeunes du parti CNDD-FDD avec lesquels il partageait un verre de le tabasser. Ces derniers, continuent nos sources, s'en seraient donnés à cœur joie. Selemani fut par après conduit au cachot de la commune Mugwi dans un très sale état, cachot dans lequel il passera 2 jours avant d'être transféré au cachot du service national des renseignements à Mugwi. Les agents de ce service auraient décrété que, pour sa peine, il devra subir 4 coups de bâton, un châtiment contesté par les habitants de la commune Mugwi qui trouvent que, malgré sa méchanceté envers les opposants, Selemani ne devrait pas être torturé de la sorte, car il a lui aussi droit à une justice équitable. Contacté à ce propos, Albert Barusassieko dit être au courant des faits, mais s'est refusé de tout commentaire.
Justice, à présent, tout prévenu a au minimum 8 jours pour se préparer à comparaître. Précision de l'ancien bâtonnier du Burundi, maître Isidore Rufikiri. Cette précision est rappelée au lendemain de la comparution surprise de l'équipe du groupe de presse Iwachu en détention à Bubanza. Maître Rufikiri souligne que ce délai ne peut être respecté que sur accord des prévenus. Faute de autrement, c'est une violation de la loi. Maître Isidore Rufikiri, ancien bâtonnier du Burundi. La loi burundaise numéro 1/09 du 11 mai 2018 portant à modification du code de procédure pénale du Burundi concernant les délais de citation à comparaître contre les ordonnances de maintien en détention. Cette loi prévoit en son article 175 que le juge saisi de l'appel en connaît toute sa fait cessante et statue dans un délai de 15 jours francs à connaître de sa saisine sous peine de sanction. Et l'article 190 vient préciser que le délai de citation, ça veut dire le délai en dehors auquel le prévenu ou les prévenus doivent comparaître, est de 8 jours francs entre la citation et la comparution. Sauf si les prévenus, avisés par le juge qu'ils peuvent réclamer la formalité de la citation, y ont expressément renoncé. C'est l'article 183. Alors, ça veut dire que le délai de 8 jours francs est un délai minimum en dehors auquel le prévenu ou les prévenus a ou ont le droit de se faire attendre avant de comparaître. Mais comme cela est un droit légal, ils peuvent y renoncer. Et là, le juge a l'obligation de leur faire savoir clairement qu'ils ont le droit d'exiger le minimum de 8 jours avant la comparution. Donc, si les prévenus ont été contraints de comparaître avant les 8 jours francs séparant le jour de la citation et le jour de la comparution, c'est complètement en dehors de la loi. S'enquérir de toute situation qui prévaut au pays dont la situation sécuritaire est un droit et devoir de tout journaliste, ajoute l'ancien bâtonnier. Maître Isidore Rufikiri estime qu'à moins que le ministère public possède des preuves tangibles des accusations portées contre ces journalistes, ces derniers sont détenus injustement. Suivez encore une fois l'ancien bâtonnier Isidore Rufikiri. Je ne sais pas sur quel effet le ministère public est basé pour les accuser de complicité de ces faits, mais d'emblée, s'agissant de journalistes régulièrement attitrés et enregistrés qui vont poursuivre ou s'enquérir d'un événement, a priori, il n'y a pas lieu à établir un lien de complicité ou de coaction, à moins qu'ils aient été trouvés avec des pièces ou des objets de cette infraction dont ils sont accusés d'être complices. Sans quoi, en tant que journaliste, c'est dans leur droit entier de s'enquérir de tout ce qui se passe, y compris même les attaques armées. C'est un droit protégé par la loi burundaise et protégé par la loi universelle. Il y a tellement d'événements violents, de guerre dans le monde aujourd'hui. Les journalistes, on les félicite plutôt quand ils ont le courage d'accepter d'aller au front parce qu'il y a tant de risques. Solendi Harerimana, Terence Mhozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et leur chauffeur Adolphe Massabarakiza ont été tirés de la prison de Bubanza pour aller comparaître devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa. Les juges s'étaient rendus à Bubanza et comme l'audience était initialement programmé pour le 18 novembre. Ces journalistes ont refusé de répondre aux questions des juges, d'autant plus qu'ils n'étaient pas accompagnés par leurs avocats. Aucun autre rendez-vous ne leur a été donné, à part que les juges leur ont averti qu'ils risquent d'y retourner après un moment, faute de moyens de déplacement. Ces journalistes ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza, alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Dans quelques instants, nous parlons de la campagne lancée par les collectifs des avocats et des journalistes qui s'intéressent au fonctionnement de la Cour pénale internationale.
Sensibiliser les victimes des crimes commis au Burundi sur leurs droits, leur rôle et sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Tel est l'objet de la campagne lancée par les collectifs des avocats et des journalistes qui s'intéressent au fonctionnement de cette juridiction. Selon Maître Lambert Nigarura, cette campagne durera 3 mois. C'est une campagne qui vise la sensibilisation de ces victimes par rapport à leurs droits, par rapport à leur place devant toute la procédure, devant la Cour pénale internationale. C'est elles qui ont vécu, qui ont subi le calvaire, la torture et la mort. Et au courant de cette période, ils vont apprendre le fonctionnement, mais aussi si elles veulent participer personnellement ou se faire représenter devant cette juridiction pénale internationale. Au bout de ces 3 mois de campagne, les 2 collectifs d'avocats et de journalistes souhaitent que les victimes soient en réseau avec les autres victimes des autres pays pour créer ensemble un cadre pour avoir les moyens et plaider pour la réparation. Encore une fois, Maître Lambert Nigarura. Nous osons espérer que les victimes pourront s'organiser en une association ou en plusieurs associations pour rester en contact avec le bureau du procureur et de la greffe. Et nous allons donc créer le réseautage avec les victimes des autres pays en situation. Et là, nous faisons en référence les victimes des crimes commis en Centrafrique ou en Côte d'Ivoire. Et ils s'organisent elles-mêmes pour créer un organe continental, un organe qui va les aider dans les démarches de recherche d'un appui financier, mais aussi dans les démarches pour bien contribuer dans la recherche de la vérité et de la réparation. Je vous rappelle que vous suivez cette édition sur la page Facebook de la RPA Idjwi Giabanyagihugu. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur d'autres plateformes comme YouTube, SoundCloud et Twitter, mais également sur notre site web, c'est le www.rpa.bi. Tout de suite, nous parlons gouvernance. L'administrateur de la commune Tchendadjourou est accusé d'avoir détourné le riz destiné aux vulnérables au profit des membres de son parti, le CNDD-FDD. Selon les habitants de la place, cette autorité aurait procédé de la sorte pour s'assurer la meilleure place sur la liste des candidats à l'élection des conseillers communaux. Les détails avec Clovis Nyonzima. La corruption a animé les irrégularités qui ont émaillé les élections des candidats au poste de conseillers communaux du parti CNDD-FDD en commune de Tchendadjourou de la province Tchanguzo, révèlent les habitants de la colline Gisoro où se sont déroulées ces élections. Ainsi donc, certains membres du parti CNDD-FDD sur cette colline déplorent le comportement de l'administrateur Béatrice Nibaruta qui a détourné les vivres destinés aux vulnérables pour les distribuer à ceux qui l'ont élu. Dans les élections du parti CNDD-FDD qui se sont déroulées sur la colline Gisoro de la commune de Tchendadjourou, étaient présents les membres du CNDD-FDD et l'administrateur communal Béatrice Nibaruta. Il est déplorable qu'elle ait distribué le riz qui était destiné aux pauvres à ceux qui l'ont élu pour lui avoir facilité de remporter la première place. De surcroît, au cours de ces élections, elle avait corrompu les électeurs en leur donnant de l'argent. Ces membres du parti CNDD-FDD n'ont pas non plus salué le comportement de l'administrateur communal de Tchendadjourou, Béatrice Nibaruta, d'empiéter ses administrés. Depuis hier, les habitants de cette colline sont venus pour récupérer ce riz. La distribution se faisait par sac. C'est vraiment regrettable que le riz destiné aux pauvres soit distribué à ses électeurs. Nous, les membres du parti CNDD-FDD, avons manqué de mots à dire. C'est très regrettable. Contacté à ce propos, Béatrice Nibaruta, administrateur de la commune de Tchendadjourou, s'est réservé de tout commentaire. Ce riz avait été collecté par le ministère de la Solidarité dans le but de venir en aide aux vulnérables. Pour clôturer la page gouvernance, la politique de Charroi Zéro initiée par le gouvernement du Burundi tourne vers l'échec. Des cadres de certains ministères ont repris les vieilles habitudes de se procurer les véhicules de service qui assurent leur déplacement. Pourtant, il y a 6 ans, il avait été décrété une loi dans laquelle le gouvernement s'engageait à se débarrasser de son parc automobile. Une réforme présentée comme salutaire à l'époque. Éloge divin. Rimesh.
Le Charroi Zéro a été mis en place en 2013 par ordonnance ministérielle numéro 540/SA63 du 4 février 2013. Cette politique avait pour but de réduire les charges de l'État liées à la gestion de son parc automobile. Une réforme initiée pour faire face aux dysfonctionnements constatés dans la gestion du charroi de l'État. Des dysfonctionnements liés entre autres aux abus dans l'usage des véhicules de l'État, leur mauvais entretien, les frais de réparation surfacturés ainsi que l'utilisation de ces véhicules dans des affaires privées. Le président de l'OLUCOM partage le même constat. Gabriel Ouftiiri parle plutôt d'une vache laitière. Les véhicules de l'État, au niveau de l'achat, il y avait la surfacturation. Au niveau de la réparation, les factures au niveau des garages étaient multipliées par 2 ou par 3. Le carburant, de même, était multiplié par 2 ou 3. Donc, tout ce qui est charroi de l'État, avant cette politique, était juste, je dirais, un canard de vol organisé de l'argent des citoyens burundais. Dans son rapport produit en mai 2017, l'Institut de développement économique du Burundi, IDEC, la politique du charroi zéro s'inscrit dans la catégorie des réformes du transport administratif. Elle devrait générer des ressources pour financer les secteurs sociaux. Dans le même rapport, l'IDEC indique qu'avec la mise en œuvre de cette politique de charroi zéro, les budgets alloués au charroi de l'État dans les ministères et dans les autres institutions ont sensiblement baissé. Selon le rapport, il a diminué de 7,3% en 2014, soit un profit de plus d'1 milliard par rapport au budget de l'année 2013. Néanmoins, cette politique semble aujourd'hui avoir échoué. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre portable. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Terminons cette édition par la page réfugiés. Les élèves des classes de 9e année ainsi que les finalistes du camp d'Ondouta, candidats à l'examen national dit NECTA, s'inquiètent du retard de passation de ce dernier après plusieurs reports. Désespérés, ces réfugiés burundais font aujourd'hui appel au HCR et à l'indulgence du gouvernement tanzanien. Les détails avec Walter Kuizer. Les élèves concernés par cet examen du NECTA font savoir qu'ils commencent à se lasser vu que cet examen a été reporté en maintes reprises. Ils indiquent qu'ils s'y préparent depuis le mois d'août de cette année et regrettent qu'aucune date n'a jamais été fixée. Cet élève témoigne. Nous ne savons pas quand nous allons faire cet examen du NECTA. Même dans la réunion qui a rassemblé les membres de l'association Caritas, les agents en charge de l'éducation au camp d'Ondouta et les parents, rien de concret n'a été arrêté vu qu'eux aussi n'étaient pas au courant de la date de sa passation. Très mécontents, ces élèves demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de faire tout leur possible pour vider cette question, surtout que les conséquences fâcheuses de cette situation commencent déjà à se manifester. Rien qu'à penser que nous pouvons interrompre nos études, ça nous fait énormément mal au cœur. C'est vraiment dommage car certaines filles ont déjà abandonné leurs études et se marient à très bas âge par désespoir avant d'avoir terminé leurs études. Nous demandons au gouvernement tanzanien de nous aider pour qu'on puisse faire cet examen du NECTA. Contacté à propos, David Irubamba, président de l'association Caritas chargé de l'éducation dans le camp d'Ondouta, il nous a renvoyé auprès des responsables de HCR que nous n'avons malheureusement pas pu joindre. Et voilà, c'est par ces inquiétudes des élèves du camp d'Ondouta en Tanzanie que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 12 novembre 2019. Merci à Lucie Kavera et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.